La Pitié-Salpêtrière est aujourd'hui le plus grand hôpital d'Europe et l'un des plus en pointe quant à la recherche médicale, notamment en neurologie. Les travaux que Charcot y mena à la fin du XIXe siècle sur l'hystérie demeurent fameux, mais beaucoup d'autres grands noms de la médecine, comme l'aliéniste Pinel, qui libéra les malades de leur chaîne, ou le professeur Christian Cabrol, qui réussit pour la première fois en Europe une greffe du cœur, sont associés à cet établissement où fut aussi découvert le virus du sida. L'histoire de la Pitié-Salpêtrière est tissée des plus grandes douleurs et souvent même d'horreurs commises contre une humanité souffrante. Au fil des siècles pourtant, le désir de secourir, entre guillemets, par l'enfermement et le châtiment, les pauvres et les fous, a évolué vers une prise de conscience, la nécessité d'apporter aux malades des soins. À l'origine, Notre-Dame de la Pitié est assise à l'emplacement actuel de la Grande Mosquée de Paris. L'établissement fut créé en 1612 par Marie de Médicis et consacré au grand renfermement, entre guillemets, des mendiants de la ville. 40 ans plus tard, lui sera associée la Salpêtrière, autre hospice dédié à la claustration des malheureux, et quant à lui édifié sur le lieu d'une poudrière, d'où son nom. De fait, la souffrance et la pitié traverseront ici les siècles comme une traînée de poudre, un cocktail explosif où seront mis en jeu tous les éléments d'une histoire sociale, politique, scientifique, religieuse et métaphysique des rapports humains. Ce royaume de la science et de la recherche médicale est étendu sous le ciel autour d'une étrange église octogonale, à la fois impressionnant et humble témoin d'une survivance du divin au milieu de la modernité la plus pointue. On peut aller à la Salpêtrière en malade ou en soignant, mais aussi en promeneur, en amateur d'art ou en croyant. On peut traverser l'ensemble hospitalier comme un pont entre le boulevard de l'Hôpital et le boulevard Vincent-Auriol. On peut aller s'asseoir sur un banc ou s'étendre sur l'herbe de ses jardins. On peut enfin aller en l'église Saint-Louis de la Salpêtrière, visiter une exposition d'art contemporain, écouter un concert, participer à la messe quotidienne ou simplement trouver un moment de paix. L'histoire, continuant discrètement son chemin à travers temps, s'aperçoivent dans le silence de ces chapelles parfois un malade en robe de chambre venu se recueillir, souvent un sans-abri qui s'y repose, ou simplement la traverse, on ne sait pourquoi. L'œil et l'oreille sensibles ressentent à la Salpêtrière la douce et violente énigme des relations brisées entre le corps et l'esprit, et le travail de la médecine divine avec la médecine du monde pour les réparer. À l'emplacement de la mosquée où, de l'aube à la nuit, est prié le Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, se trouva d'abord Notre-Dame de la Pitié. Labyrinthe de la souffrance, labyrinthe de l'âme humaine, labyrinthe de l'hôpital. Géographie et histoire de l'âme, du corps et de l'esprit. Ici le temps se croise avec l'espace, énorme surface, organisation pavillonnaire en mosaïque des unités de soins. Pauvreté, folie, maladie, progression des accueillis dans le temps. Souffrants, soignants. Que reste-t-il aujourd'hui des pauvres et des folles de la Salpêtrière? Au commencement, la Seine avala la Bièvre. Ou plutôt, car il y a toujours un autre début avant le début, tout commence dans l'eau. Maximilien Fessier, dans son livre La Pitié-Salpêtrière, 4 siècles d'histoire et d'histoire, le rappelle. Paris fut d'abord un grand lac de 5 kilomètres de large, où seules émergent les îles de Chaillot, de Montmartre, de Belleville, du Panthéon, et plus près du groupe hospitalier de la butte aux Cailles. Elles sont couvertes d'une végétation tropicale. Dans les eaux, nous dit-il, des mosasaures, dans les airs, des ptérodactyles. Toutes sortes de bêtes dont on peut aujourd'hui aller contempler les squelettes, en face de la mosquée, en face de l'hôpital, au muséum d'histoire naturelle.
Puis les eaux se retirent et ce qu'il en reste, la Seine, passe à partir de l'est, bien plus au nord qu'elle ne le fait aujourd'hui, avant de terminer sa grande boucle à l'ouest de la ville actuelle. Quant aux eaux qui baignent l'île de la Cité, ce sont celles d'un autre fleuve, aujourd'hui rendu complètement souterrain, la Bièvre, venue par le sud. Au lieu tout proche de l'hôpital actuel où les deux rivières se rencontrent, la plus grande finira par s'engouffrer dans le lit de la plus petite et le faire sien, laissant en même temps mourir son ancien brave. Notre société est une société de surveillance, disait Michel Foucault. Cet état de fait de plus en plus évident a une histoire dont on pourrait quasiment voir l'incarnation dans l'église Saint-Louis de la Salpêtrière, avec ses 4 nefs ordonnées autour de la chapelle centrale, pour pouvoir mieux trier les populations assistantes aux offices et, dirait-on, les surveiller. Cette disposition ne rappelle-t-elle pas l'architecture carcérale inventée plus tard sous le nom de panoptique? Ce XVIIe siècle qui voit l'invention de l'hôpital général, tout à la fois ébauche des camps de travail, des camps de concentration, camps de redressement et autres goulags, police et religion s'associent dans un même idéal de maintien de l'ordre social. L'ordre bourgeois qui a peur de la liberté, que son regard transforme en chaos et folie, s'entendra par cette alliance morbide de la police et des institutions religieuses à mater toute singularité. Le Tartuffe de Molière, qui dénonçait les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, fondatrice de l'hôpital général, devra souffrir la censure. Mais quoi qu'aient pu en penser les faux ou vrais dévots, ce n'était pas Molière, le baladin, qui faisait le mal. Ce mal qui, faisant son chemin, saura plus tard s'exercer sous forme d'internement social, beaucoup plus discret et tout aussi efficace, aux murs dématérialisés, mais bâtis de surveillance, occultation, pression en réseau, traque et isolement par insinuation ou calomnie, désinformation, mensonge, mainmise sur les âmes, et sur telle ou telle âme par barrage solide sur les moyens de vie et les perspectives de développement, dans une architecture panoptique mentale inversée, où celui qui est au centre n'est plus le surveillant de ceux qui sont emprisonnés tout autour, mais leur surveillé. Et ce qui doit se révéler à la fin, c'est que les prisonniers réels sont ceux-là, les surveilleurs, prisonniers de leur volonté de surveillance, volonté qui jamais ne parvient à posséder leurs surveillés, mais les possède et les maintient hors de la vie libre, gratuite et pleine. Depuis le XVIIe siècle, donc, les mendiants, les pauvres, les fous et toutes sortes de marginaux sont raflés en ville et enfermés à l'hôpital général. La pitié salpêtrière est particulièrement chargée d'interner les femmes. Pauvres ou folles, ce sont souvent les mêmes. Que la folie vienne de trop de souffrance, et trop de souffrance de trop d'exclusion, personne ne semble y songer. Au contraire, en enfermant et enchaînant les gens, on ajoute à l'exclusion une exclusion inique et délibérée qui ne peut qu'aggraver leur état mental. Charcot évoquera des cas d'hystérie masculine qu'il croit détecter parmi les plus pauvres d'entre les pauvres, mais il raconte surtout, sans se rendre compte de ce qu'il dit et fait, ces séances de torture publique sur des femmes, entre guillemets, hystériques. Et interrogeons-nous de ces malades, entre guillemets, ou de ces soignants, entre guillemets, de ces pauvres femmes réduites à se réfugier dans des comportements qui sonnent comme autant de refus de la normalité du monde, et à se laisser examiner comme quelques décennies plus tôt on avait examiné la Vénus Hottentote, ou de ces beaux messieurs satisfaisant en réunion sous le couvert de la science pour la bonne cause leurs pulsions voyeuristes et sadiques inavouées, de ces êtres en situation de faiblesse ou de ces autres en situation de pouvoir et sans conscience, déshumanisés, déshumanisants, quels sont réellement ceux qui ont perdu la raison? À partir de 1659, la pitié est dédiée à l'enfermement des petits garçons et d'autre part des femmes de mauvaise vie, entre guillemets.
La salpêtrière accueille, entre guillemets, quant à elle, des femmes et des petites filles. En 1684, sous le dit Roi Soleil, y est construite une véritable prison. Chaque année, 2000 femmes y sont internées, dont Manon Lescaut, le personnage du roman de l'abbé Prévost. Parmi ces prisonnières, beaucoup sont mariées de force et déportées en vue de peupler les colonies du Québec, de la Louisiane et des Antilles. Je cite Paul-André Bélier dans Revue d'histoire de la pharmacie. Dès les débuts de l'hôpital général, des locaux spéciaux avaient été prévus à la Salpêtrière pour les insensés, puis à la fin du XVIIe siècle, on avait construit les premières loges, entre guillemets, pour les épileptiques et les aliénés. Il s'agissait de cellules fermées par une grille de fer, dotées d'un banc de pierre et munies de chaînes auxquelles on entravait les malades. Celles qui étaient particulièrement violentes et agitées avaient droit à de véritables cachots souterrains, où elles étaient enchaînées, souvent toutes nues, et où elles recevaient la visite des rats qui parfois leur rongeaient les pieds, sans compter les méfaits des gels hivernaux et des inondations de la Seine. Fin de citation. Les détenues étaient rouées de coups et souffraient de malnutrition. Contraintes à des travaux forcés, maltraitées au point que chaque année, sur environ 6000 internés, 5 à 600 mouraient à la Salpêtrière. Elles étaient cependant pour leur salut conduites de force, chaque matin à l'aube, à la messe en l'église de Saint-Louis. L'autel s'y trouvait au centre de la rotonde, cœur visible des 4 chapelles et des 4 nefs où étaient réparties les différentes catégories de personnes internées. Avant d'être fous et folles et internés comme tels, les pauvres furent chômeurs. À partir du XVIIe siècle, toute l'Europe est prise dans des crises économiques qui jettent les ouvriers des manufactures à la rue et font augmenter dramatiquement la pauvreté. Partout, des hôpitaux généraux sont bâtis pour débarrasser les villes de leurs miséreux en les y enfermant, tandis que parallèlement on les enchasse et on tente de les empêcher d'y rentrer en barrant les accès. La façon de traiter le problème de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, considérés comme de la vermine, rappelle celle qui se pratique aujourd'hui, que l'on songe au sort fait aux Roms ou aux migrants, fermeture des frontières, reconduite forcée au pays d'origine, détention dans des centres. Et leur enfermement à grande échelle rappelle aussi les univers concentrationnaires soviétiques ou nazis. Sans atteindre l'horreur et la planification meurtrière de ces derniers, les traitements y sont dégradants et cruels, la mortalité très élevée, les trafics et les abus courants, notamment sur les enfants. L'exclusion crée la folie. Au XIXe siècle, la Salpêtrière et Bicêtre, de prison pour pauvres, allait se transformer en prison pour folles et pour fous. Si nous prenions des leçons dans l'histoire, nous saurions à quoi nous nous exposons en créant de l'exclusion. Que devient un peuple méprisé? Les fous y deviennent si nombreux qu'ils ne sont plus enfermables, même si le système pénitentiaire s'est extraordinairement développé dans le monde moderne. La folie change de visage selon les époques. Elle crée aujourd'hui des tueurs en série, des terroristes, des désespérés politiques. Et du côté des créateurs d'exclusion, la froide mécanique assassine des grands serviteurs de l'argent. En 1725, l'architecte Germain Beaufranc fut chargé de concevoir un puits pour approvisionner Bicêtre en eau. Michel Foucault dira qu'il s'avéra très vite inutile, mais qu'on continua à le construire 3 ans durant pour faire travailler les prisonniers. Creusé en 1733, le grand puits descend à 58 mètres de profondeur et mesure 5 mètres de large. 2 immenses seaux contenant chacun 270 litres étaient remontés par la force de 12 chevaux. À partir de 1781, les chevaux sont remplacés par 72 prisonniers qui se relaient de 5 heures du matin à 8 heures du soir. En 1836, les prisonniers sont remplacés par des fous. Et en 1856, les fous cèdent la place à une machine à vapeur. De quoi s'agit-il en vérité? D'éviter l'homme, de la déshumanisation de l'homme par l'homme.
Nous creusons la fosse de Babel, écrivit Franz Kafka le 12 juin 1923. C'est la dernière page de son journal. Les phrases immédiatement précédentes étaient: Qu'est-ce que tu construis? Je veux creuser un souterrain. Il faut qu'un progrès ait lieu. Mon poste est trop élevé là-haut. Il mourut avant de connaître le progrès, entre guillemets, de l'horreur qu'il constatait en marche, mais sa sœur Otla n'est jamais revenue d'Auschwitz, où elle s'était portée volontaire pour accompagner un convoi d'enfants. Tel est le nulle part où entraîne le chemin de l'homme séparé de lui-même, désincarné, déconscientisé. Voici les morts, invisibles, enfouis dans les recoins ou replis de la société, ou bien au contraire tout à fait exposés, propres sur eux et pleins d'autorité et de pouvoir. Et voici que la mort, une fois débusquée là où elle est vraiment, dans la déshumanité des destructeurs d'âmes plus que dans celle de leurs victimes, peut tout à fait se dire, même si le monde interdit un tel témoignage, même si le monde est incapable de supporter un tel témoignage et n'a de cesse de vouloir l'effacer d'une manière ou d'une autre, y compris en effaçant le témoin. Mais ce n'est pas possible. Je cite encore Maximilien Vessier dans son livre sur la pitié salpêtrière. Dès que les portes furent forcées, le 3 septembre 1792, vers les 16 heures, 350 hommes se précipitèrent sur nos prisonnières. Durant 40 heures d'horloge, plus de 600 filles, femmes, fillettes, vieillardes furent possédées, sodomisées ou violées, chacune une ou plusieurs fois, devant 8000 voyeurs accourus de toute la ville. Et au milieu de cette débauche, le 4 septembre, en fin de journée, des égorgeurs en provenance de Bicêtre assassinèrent 35 femmes dans la cour dite encore aujourd'hui des massacres du bâtiment de la Force. Fin de citation. Les massacres de septembre ont fait plus d'1 millier de morts à Paris, prisonniers et prisonnières assassinés dans un délire de fureur des révolutionnaires, boutiquiers, artisans, gardes nationaux, fédérés, entraînés par la hantise de la trahison, écrit François Furet, qui précise aussi qu'il n'y eut à l'origine de la tuerie aucun ordre venu de plus haut, et qu'après cet épisode sur lequel on jugea bon de jeter un voile, de fait, la terreur va peu à peu se mettre en place comme un système répressif organisé d'en haut et institutionnalisé. Moins d'1 siècle plus tard, le docteur Charcot, issu du peuple, menait la vie d'un grand bourgeois boulevard Saint-Germain, ayant fait fortune en inventant l'hystérie et en exhibant ses malades de la pitié salpêtrière au tout Paris et au-delà. Freud y passa un semestre. En vérité, l'exhibition de ces femmes et hommes, de leurs convulsions et de leur soumission, n'était que la reprise hypocrite du tour qu'avaient pris ici les massacres de septembre, substituant aux violences physiques des violences psychiques collectives sur des personnes emprisonnées, affaiblies, sans défense, dont nous avons vu comment s'exercer la maniaquerie de ces messieurs à leur encontre. Un siècle plus tard, et l'hypnose et l'hystérie, une fois inventées faisant leur chemin, règnent via les médias sur leur maître, le peuple, et via une certaine production intellectuelle sur leurs soumis, les héritiers de Charcot, inventeurs de faux en tout genre. Avoir convaincu les hommes qu'ils étaient gouvernés par leur inconscient, c'est les avoir déresponsabilisés, leur avoir ôté le sens de la liberté qui assume, les déshumaniser. Continuer à les pousser à explorer ce qui n'est pas, à les convaincre que la vie est un calcul et un néant, c'est continuer l'œuvre de destruction massive de l'époque industrielle. Il est temps de revenir à l'incarnation qu'est la parole poétique. L'artiste Maki Xenakis, dans son livre Les folles d'enfer de la salpêtrière, au milieu de descriptions d'horreur s'étendant sur près de 4 siècles, écrit dans son poème « Cet îlot », je le cite. On est loin du monde arabe, à Bagdad, au Caire, à Fès,
au 7e siècle, qui leur construit des hôpitaux et qui pour toute thérapie leur prescrit de la musique, de la danse, des spectacles et des récits merveilleux. On est loin de l'Espagne au XVe siècle, où laïcs et riches commerçants financent des hôpitaux accueillant les fous de tous les pays, de tous les gouvernements, de tous les cultes, pour une vie en pleine nature, rythmée par les saisons, les moissons, les vendanges, la cueillette des olives, à Valence, Saragosse, Séville, Tolède. Fin de citation. Si la pitié salpêtrière n'a plus pour vocation le grand renfermement des souffrants, c'est aussi parce que les souffrants, désormais, sont souvent laissés à eux-mêmes. Beaucoup finissent dans la rue. Ils dorment dehors, prennent sur les trottoirs leurs malheurs, leurs maladies mentales et physiques, jusqu'à ce que la mort les emporte dans une société où la poésie n'a lieu que dans les marges, comme eux. Une société qui semble avoir renoncé à se réorganiser en sorte d'être pour tous une place, un espace, une maison. Dans la Genèse, quand Jacob, la tête sur une pierre, voit en rêve des anges monter et descendre entre le ciel et la terre par les degrés d'une échelle, il accède à une autre dimension de l'être. Son rêve est l'édifice où il va pouvoir habiter poétiquement sur la terre. Ces déplacements verticaux des anges ont lieu alors que lui-même est en déplacement horizontal à travers le pays. Ce n'est pas l'histoire de Jacob qui peut servir d'habitation, mais ce qui s'en élève.